Les contes de la Bécasse. Un Normand, à Paul Alexis. Nous venions de sortir de Rouen et nous suivions au grand trot la route de Jumièges. La légère voiture filait, traversant les prairies, puis le cheval se mit au pas pour monter la côte de Canteleu. C'est là un des horizons les plus magnifiques qui soient au monde. Derrière nous, Rouen, la ville aux églises, aux clochers gothiques, travaillés comme des bibelots d'ivoire. En face, Saint-Sever, le faubourg aux manufactures qui dresse ses 1000 cheminées fumantes dans le grand ciel vis-à-vis des 1000 clochetons sacrés de la vieille cité. Ici la flèche de la cathédrale, le plus haut sommet des monuments humains, et là-bas la pompe à feu de la foudre, sa rivale presque aussi démesurée, et qui passe d'1 mètre la plus géante des pyramides d'Égypte. Devant nous, la Seine se déroulait, ondulante, semée d'îles, bordée à droite de blanches falaises que couronnait une forêt, à gauche de prairies immenses qu'une autre forêt limitait, là-bas, tout là-bas. De place en place, de grands navires à l'ancre le long des berges du large fleuve. 3 énormes vapeurs s'en allaient à la queue leu-leu vers le Havre, et un chapelet de bâtiments, formé d'un 3-mâts, de 2 goélettes et d'un brick, remontait vers Rouen, traîné par un petit remorqueur vomissant un nuage de fumée noire. Mon compagnon, né dans le pays, ne regardait même point ce surprenant paysage. Mais il souriait sans cesse, il semblait rire en lui-même. Tout à coup, il éclata. « Ah, vous allez voir quelque chose de drôle, la chapelle au père Mathieu. Ça, c'est du non-non, mon bon. » Je le regardais d'un œil étonné. Il reprit. « Je vais vous faire sentir un fumet de Normandie qui vous restera dans le nez. Le père Mathieu est le plus beau Normand de la province, et sa chapelle une des merveilles du monde, ni plus ni moins. Je vais vous donner d'abord quelques mots d'explication. Le père Mathieu, qu'on appelle aussi le père Laboisson, est un ancien sergent-major revenu dans son pays natal. Il unit en des proportions admirables pour faire un ensemble parfait la blague du vieux soldat à la malice finaude du Normand. De retour au pays, il est devenu, grâce à des protections multiples et à des habiletés invraisemblables, gardien d'une chapelle miraculeuse, une chapelle protégée par la Vierge et fréquentée principalement par les filles enceintes. Il a baptisé sa statue merveilleuse Notre-Dame du Gros Ventre, et il la traite avec une certaine familiarité goguenarde qui n'exclut point le respect. Il a composé lui-même et fait imprimer une prière spéciale pour sa bonne Vierge. Cette prière est un chef-d'œuvre d'ironie involontaire, d'esprit normand, où la raillerie se mêle à la peur du saint, à la peur superstitieuse de l'influence secrète de quelque chose. Il ne croit pas beaucoup à sa patronne, cependant il y croit un peu par prudence et il la ménage par politique. Voici le début de cette étonnante oraison. Notre bonne Madame la Vierge Marie, patronne naturelle des filles-mères en ce pays et par toute la terre, protégez votre servante qui a fauté dans un moment d'oubli. Cette supplique se termine ainsi. Ne m'oubliez pas surtout auprès de votre saint époux et intercédez auprès de Dieu le Père pour qu'il m'accorde un bon mari semblable au vôtre. Cette prière, interdite par le clergé de la contrée, est vendue par lui sous le manteau et passe pour salutaire à celle qui la récite avec onction. En somme, il parle de la bonne Vierge comme faisait de son maître le valet de chambre d'un prince redouté, confident de tous les petits secrets intimes. Il sait sur son compte une foule d'histoires amusantes qu'il dit tout bas entre amis pour boire. Mais vous verrez par vous-même. Comme les revenus fournis par la patronne ne lui semblaient point suffisants, il a annexé à la Vierge principale un petit commerce de saints. Il les tient tous ou presque tous. La place manquant dans la chapelle, il les a emmagasinés au bûcher, d'où il les sort sitôt qu'un fidèle les demande. Il a façonné lui-même ces statuettes de bois, invraisemblablement comiques, et les a peintes tout en vert à pleine couleur, une année qu'on badigeonnait sa maison. Vous savez que les saints guérissent les maladies, mais chacun a sa spécialité, et il ne faut pas commettre de confusion ni d'erreur. Ils sont jaloux les uns des autres comme des cabotins. Pour ne pas se tromper, les vieilles bonnes femmes viennent consulter Mathieu. Pour les maux d'oreille, qu'est saint qui est le meilleur? Mais il y a saint Osime qui est bon, il y a aussi saint Pamphile qui est pas mauvais. Ce n'est pas tout. Comme Mathieu a du temps de reste, il boit. Mais il boit en artiste, en convaincu, si bien qu'il aigrit régulièrement tous les soirs. Il aigrit, mais il le sait. Il le sait si bien qu'il note chaque jour le degré exact de son ivresse. C'est là sa principale occupation. La chapelle ne vient qu'après. Et il a inventé, écoutez bien et cramponnez-vous, il a inventé le soulomètre. L'instrument n'existe pas, mais les observations de Mathieu sont aussi précises que celles d'un mathématicien. Vous l'entendez dire sans cesse
Depuis lundi, j'ai passé 45. Ou bien, j'étais entre 52 et 58. Ou bien, j'en avais bien 66 à 70. Ou bien, cré coquin, je me croyais dans les 50, v'là que je m'aperçois que j'étais dans les 75. Jamais il ne se trompe. Il affirme n'avoir pas atteint le mètre, mais comme il avoue que ses observations cessent d'être précises quand il a passé 90, on ne peut se fier absolument à son affirmation. Quand Mathieu reconnaît avoir passé 90, soyez tranquille, il était crânement gris. Dans ces occasions-là, sa femme, Mélie, une autre merveille, se met en des colères folles. Elle l'attend sur sa porte quand il rentre et elle hurle « Te voilà, salaud, cochon, bougre d'ivrogne !» Alors Mathieu, qui ne rit plus, se campe en face d'elle et d'un ton sévère. « Tais-toi, Mélie, c'est pas le moment de causer, attends à demain !» Si elle continue à vociférer, il s'approche et la voix tremblante. « Gueule plus, je suis dans les 90, je mesure plus, je vas cogner, hein, prends garde !» Alors Mélie bat en retraite. Si elle veut le lendemain revenir sur ce sujet, il lui rit au nez et répond. « Allons, allons, assez causé, c'est passé, tant que j'aurai pas atteint le mètre, il n'y a pas de mal. Mais si je passe le mètre, je te permets de me corriger ma parole. » Nous avions gagné le sommet de la côte, la route s'enfonçait dans l'admirable forêt de Roumare. L'automne merveilleux, mêlait son or et sa pourpre aux dernières verdures restées vives, comme si des gouttes de soleil fondu avaient coulé du ciel dans l'épaisseur des bois. On traversa Duclair, puis, au lieu de continuer sur Jumièges, mon ami tourna vers la gauche, et prenant un chemin de traverse, s'enfonça dans le taillis. Et bientôt, du sommet d'une grande côte, nous découvrions de nouveau la magnifique vallée de la Seine et le fleuve tortueux s'allongeant à nos pieds. Sur la droite, un tout petit bâtiment couvert d'ardoises et surmonté d'un clocher haut comme une ombrelle s'adossait contre une jolie maison aux persiennes vertes, toute vêtue de chèvrefeuilles et de rosiers. Une grosse voix cria « V'là des amis !» et Mathieu parut sur le seuil. C'était un homme de 60 ans, maigre, portant la barbiche et de longues moustaches blanches. Mon compagnon lui serra la main, me présenta, et Mathieu nous fit entrer dans une fraîche cuisine qui lui servait aussi de salle. Il disait « Moi, monsieur, je n'ai pas d'appartement distingué. J'aime bien à ne point m'éloigner du fricot. Les casseroles, voyez-vous, ça tient compagnie. » Puis, se tournant vers mon ami, « Pourquoi venez-vous un jeudi? Vous savez bien que c'est jour de consultation de ma patronne. Je ne peux pas sortir cet après-midi. » Et courant à la porte, il poussa un effroyable beuglement. « Mélie !» qui dut faire lever la tête aux matelots des navires qui descendaient ou remontaient le fleuve, là-bas tout au fond de la creuse vallée. Mélie ne répondit point. Alors Mathieu cligna de l'œil avec malice. « Ah, n'est pas contente après moi, voyez-vous, parce qu'hier je me suis trouvé dans les 90. » Mon voisin se mit à rire. « Dans les 90, Mathieu, comment avez-vous fait ?» Mathieu répondit. « Je vas vous dire, je n'ai trouvé l'an dernier que 20 rasières de pommes abricots. Il n'y en a plus, mais pour faire du cidre, il n'y a que ça. Donc j'en fis une pièce que je mis hier en Perse. Pour du nectar, c'est du nectar, vous m'en direz des nouvelles. J'avais ici Polyte, je nous mettons à boire un coup, et puis encore un coup, sans se rassasier, on en boirait jusqu'à demain. Si bien que de coup en coup, je me sens une fraîcheur dans l'estomac. Je dis à Polyte, si on buvait un verre de fine pour se réchauffer, il consent. Mais cette fine, ça vous le met le feu au corps, si bien qu'il a fallu revenir au cidre. Mais v'là que de la fraîcheur en chaleur, et de la chaleur en fraîcheur, je m'aperçois que je suis dans les 90. Polyte était pas loin du mètre. La porte s'ouvrit, Mélie parut, et tout de suite, avant de nous avoir dit bonjour, « Cré cochon, vous aviez bien le mètre tous les deux. » Alors Mathieu se fâcha. « Dis pas ça, Mélie, dis pas ça, j'ai jamais été au mètre. » On nous fit un déjeuner exquis, devant la porte, sous 2 tilleuls à côté de la petite chapelle de Notre-Dame du Gros-Ventre et en face de l'immense paysage. Et Mathieu nous raconta, avec raillerie mêlée de crédulité inattendue, d'invraisemblables histoires de miracles. Nous avions bu beaucoup de ce cidre adorable, piquant et sucré, frais et grisant, qu'il préférait à tous les liquides, et nous fumions nos pipes à cheval sur nos chaises, quand 2 bonnes femmes se présentèrent. Elles étaient vieilles, sèches, courbées. Après avoir salué, elles demandèrent Saint Blanc. Mathieu cligna de l'œil vers nous et répondit « Je vas vous donner ça », et il disparut dans son bûcher. Il y resta bien 5 minutes, puis il revint avec une figure consternée. Il levait les bras. « Oh, je sais pas où est-ce qu'il est. Je le trouve plus. Je suis pourtant sûre que je l'avais.
Alors faisant de ses mains un porte-voix, il mugit de nouveau. Mélie! Du fond de la cour, sa femme répondit. Qu'est-ce qu'il y a? Où ce qu'il est, Saint-Blanc? Je le trouve plus dans le bûcher. Alors Mélie jeta cette explication. C'est-y pas celui que t'as pris l'autre semaine pour boucher le trou de la cabine à lapin? Mathieu tressaillit. Nom d'un tonnerre, ça se peut bien. Alors il dit aux femmes. Suivez-moi. Elles suivirent. Nous en fîmes autant, malades de rires étouffés. En effet, Saint-Blanc, piqué en terre, comme un simple pieu maculé de boue et d'ordures, servait d'angle à la cabine à lapin. Dès qu'elles l'aperçurent, les deux bonnes femmes tombèrent à genoux, se signèrent et se mirent à murmurer des orémus. Mais Mathieu se précipita. Attendez, vous v'là dans la crotte, je vas vous donner une botte de paille. Il alla chercher la paille et leur en fit un prie-dieu. Puis, considérant son sein fangeux et craignant sans doute un discrédit pour son commerce, il ajouta. Je vas vous le débrouiller un brin. Il prit un seau d'eau, une brosse et se mit à laver vigoureusement le bonhomme de bois, pendant que les deux vieilles priaient toujours. Puis, quand il eut fini, il ajouta. Maintenant, il n'y a plus de mal. Et il nous ramena boire un coup. Comme il portait le verre à sa bouche, il s'arrêta et d'un air un peu confus. C'est égal, quand j'ai mis Saint-Blanc au lapin, je croyais bien qu'il n'y ferait plus d'argent. Il y avait 2 ans qu'on ne le demandait plus. Mais les seins, voyez-vous, ça ne passe jamais. Il but et reprit. Allons, buvons encore un coup. Avec des amis, il ne faut pas y aller à moins de 50. Et je n'en somme seulement pas à 38. Fin de la nouvelle.